Domaine des dieux, pays de l'Iaque, Mycantlos. Ayant introduit dans la serrure la clé que Hook lui avait confiée, Kémia frissonna au son du cliquetis de métal et du grincement des gonds lorsqu'elle poussa la porte. La pièce plongeait dans le noir, seuls de timides rayons de lune passaient à travers les interstices des volets de bois. Avec la bougie qu'elle avait emportée en quittant la grande salle, elle embrasa une torchère accrochée au mur. Elle fit la découverte de la chambre et constata qu'elle était recouverte de boiseries. À droite de la porte, une massive armoire en bois sombre, des fenêtres sur le mur perpendiculaire et celui d'en face, et au milieu de la pièce, un lit dont l'édredon rouge promettait un sommeil réchauffé. Sur le sol, un parquet terne. Quant au plafond blanchi à la chaux, il était parcouru de poutres parallèles qui s'élançaient vers la fenêtre de gauche. Exténuée, Kémia remarqua à peine l'armure, installée debout dans un coin. S'asseyant pour se débarrasser de ses chausses, elle apprécia la mollesse du matelas. Alors qu'elle s'était penchée pour défaire les nœuds, elle en profita pour masser ses genoux qui continuaient de la faire souffrir malgré les genouillères qu'elle avait conservées, seule relique vestimentaire de son époque. Prête à ôter ses vêtements, elle se figea soudain. Elle n'était pas seule. Surgissant du néant, un homme venait d'apparaître. La quarantaine peut-être, aux cheveux roux, une coupe à la main. Une main parcourue de cicatrices boursouflées, sans doute causées par des brûlures. Absorbée dans ses songes, il ne l'avait pas vue. Aussi, lorsque le souffle court, elle esquissa un mouvement, il releva les yeux et sursauta, faisant tomber sa coupe. Elle heurta le sol dans un tintement métallique et le liquide qu'elle contenait se déversa sur le plancher. Kémia se leva. Au même moment, quelqu'un frappa à la porte. Le temps pour elle de tourner la tête, l'étrange visiteur avait disparu. Kémia ouvrit la porte à Galatea, qui lui apportait une chemise de nuit, une tenue pour le lendemain, qui allait également être sa tenue pour les autres jours, ainsi qu'un récipient rempli d'eau. Une fois la cuisinière partie, Kémia examina l'endroit où la coupe était tombée, mais elle ne vit rien. Le parquet était parfaitement sec. En hâte, elle passa la chemise, trempa ses mains dans l'eau et s'aspergea le visage. Or, lorsqu'elle rouvrit les yeux, l'homme était là, apparemment aussi éberlué qu'elle était elle-même. Kémia s'aperçut qu'il était éclairé par une autre lumière que celle de la torchère qu'elle avait embrasée. Les ombres et les éclats qui se mouvaient sur sa silhouette laissaient penser à un feu de cheminée, comme s'il était ailleurs. Ici, mais ailleurs. Indécis, il la dévisageait, bouche entr'ouverte, prêt à parler. Kémia réajusta sur le devant les pentes de la chemise, un mouvement qui fit légèrement tournoyer la pierre d'ambre qu'elle avait récupérée avant de passer l'arche et suspendue à son cou. « Où avez-vous trouvé ça ?» s'exclama-t-il d'une voix blanche, en pointant celle-ci du doigt. « De quoi est-ce que vous parlez ? Votre pendentif !» Elle le retira pour le lui montrer. Aussitôt, l'homme disparut. Trop fatiguée pour réfléchir davantage, elle posa la pierre sur le guéridon près du lit et s'enveloppa sous l'édredon. Le lendemain, vers 6 ou 7 heures, Kémia se leva et s'équipa avec les vêtements qu'on lui avait prêtés. Une tunique blanche qui descendait jusqu'aux genoux et dont les manches, par un système de boutons intérieurs, pouvaient se retirer. Par-dessus, elle passa une robe en laine, enfila des chaussettes qui remontaient au-dessus du genou et que des chaussures aux semelles épaisses venaient recouvrir jusqu'au mollet. Il y avait aussi un châle et un manteau, mais après avoir ouvert la fenêtre pour juger de la température, elle décida de les laisser dans sa chambre. Elle entreprit de trouver les cuisines, car elle avait faim. Celle-ci était située étrangement assez loin de la grande salle où ils avaient dîné la veille. Normalement, dans les châteaux médiévaux, les cuisines jouxtaient l'espace où les maîtres prenaient leur repas, mais visiblement Sardamein ne s'encombrait pas de ces principes. Elle y accéda par un couloir en pente douce et 2 ou 3 marches, en se laissant guider par l'odeur du pain qui chauffait dans un four.
En fait de cuisine au pluriel, il s'agissait d'une cuisine au singulier, assez simple, à moitié enterrée dont les 2 fenêtres situées à hauteur de tête affleuraient le sol à l'extérieur. Il n'y avait personne. Sur la gauche, en entrant, une grande cheminée dans laquelle des braises achevaient de se consumer sous des porte-broches soutenues par 2 chenets. C'était sans doute là qu'avaient rôti la veille les volailles et le gibier qu'ils avaient mangés. Y pendait aussi une crémaillère, probablement utilisée pour les préparations des bouillons et des soupes. Il y avait en effet quantité de marmites de diverses tailles qui s'étalaient sur le sol et sur 3 étagères superposées contre le mur de droite. Kémia remarqua également les 5 poêles à frire accrochés au mur, ainsi que les pots, de nombreux pots en verre au contenu de couleurs variées, sans doute des épices. Un peu plus loin, on avait suspendu des herbes et des fleurs séchées, ainsi qu'un faisan encore emplumé. En face, entre les 2 fenêtres, se trouvait un four à pain. Près de la porte du fond entr'ouverte, qui donnait sur le potager, il y avait une vasque et une pompe. De l'autre côté du four avait été fixé un plan de travail en bois où traînaient encore quelques couperets à viande. Enfin, au centre de la pièce se dressait une longue table en bois brut, parsemée de coulées de cire de bougies. Kémia saisit la pelle à pain et elle sortit un morceau tout chaud du four. À l'abbaye, ses petits déjeuners étaient composés de pain frotté de vin ou de bière, souvent de cidre. Kémia en était lassée. Heureusement, quelqu'un avait déposé près de la porte des seaux de lait frais. Dans un placard, elle trouva un petit pichet qu'elle remplit pour accompagner le bout de pain qu'elle s'était coupé. Elle emporta son festin en haut de l'une des tours et elle s'assit sur un créneau pour contempler les premières couleurs de l'aube sur la campagne environnante. Perdue dans ses pensées, l'esprit encombré par ses songes nocturnes où se superposaient les images de son fantomatique visiteur de la veille et du vampire du manoir, elle frappa par inadvertance le pichet du dos de sa main. Il chuta dans le vide. Elle voulut le rattraper et dans sa précipitation, elle bascula à son tour. Sans tomber, elle ballottait au-dessus du vide, retenue par sa ceinture. Quelqu'un la retenait par sa ceinture. Ce même quelqu'un la hissa, la ramena sur le créneau, et le temps qu'elle se retourne, il avait disparu. De retour le soir dans sa chambre, après avoir passé sa journée à visiter le château et ses abords, elle s'assit sur son lit et fit rouler entre ses doigts la pierre d'ambre qui se balançait toujours à son cou, se demandant quel lien pouvait-il y avoir entre ce bijou et l'apparition de la veille. C'est alors que l'homme apparut de nouveau. Et aussitôt il s'écria en levant les mains « Ne l'enlevez pas !» Kémia s'aperçut que son autre main était elle aussi parsemée des mêmes cicatrices. Elle lui montra la pierre pour s'assurer que c'était bien d'elle dont il parlait. « Où l'avez-vous trouvée ?» demanda-t-il. « Comment ça marche ?» voulut-elle savoir. Ils posèrent ces 2 questions en même temps. Il répéta la sienne. « Loin d'ici, » répondit Kémia. « Où ça ?» insista l'homme, méfiant. « Je vous le dirai si vous me dites comment ça marche. » Réticent, il écarta le col de son vêtement, un pourpoint de cuir brun, et il tira une cordelette à laquelle pendait une pierre identique. Ces pierres fonctionnent par 2. Ceux qui les possèdent peuvent se voir comme s'ils étaient dans la même pièce, alors que des milliers de lieues les séparent. Mais Kémia ne put terminer sa phrase. Encore une fois, il avait disparu. Elle ôta la pierre, la remit, sans résultat, il ne revint pas. N'envisageant pas de le revoir d'ici la fin de la soirée, elle se déshabilla. Seulement il se manifesta de nouveau. D'emblée, il détourna la tête, tandis qu'elle se saisissait de sa chemise. « Je n'ai rien vu, » assura-t-il. « Pourriez pas prévenir ?» siffla-t-elle en enfilant le vêtement. « Je n'y suis pour rien, les pierres ont leur propre volonté. Je crois que nous poursuivrons cette discussion plus tard. »« Non, c'est bon. » Hésitant, il se retourna vers elle, mais s'appliqua à regarder ailleurs. « Me direz-vous où vous l'avez trouvée ?»
dans une sorte de caverne, accroché à un buste de loup? Oui? Comment vous le savez? C'est moi qui l'y ai mise. Il s'assit sur un lit qui n'était pas celui de Kémia, qui ne se trouvait pas dans la pièce, et dont elle ne distinguait qu'une épaisse fourrure. En fait, elle ne voyait de son environnement à lui que l'espace qui se situait dans le périmètre de ses bras tendus. Sans doute en était-il de même de son côté. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. L'homme, qui se tenait la tête baissée, les mains jointes entre ses genoux, caressant du pouce l'une de ses cicatrices, lui adressa un visage lourd de peine. « Ma sœur, souffla-t-il, cette pierre était à elle. » Un silence. « Moi aussi, confessa Kémia. J'ai un frère qui est mort.